tout le monde, Mélanie Scatolin, consultante en immigration du Canada. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite différence, vous regardez présentement une vidéo que j'ai faite il y a quelques heures. Présentement, il est 10 heures, heure de Montréal. Donc, au moment du live, je serai avec un client que je dois accompagner à son rendez-vous avec l'immigration à Montréal. Donc, vous comprendrez que je dois faire mon devoir de représentante. Aujourd'hui, sujet parrainage et regroupement familial. Côté parrainage, il y a plusieurs catégories que je ne connais pas, dont le parrainage privé pour les réfugiés. Donc, j'aborde pas ça. Côté regroupement familial, c'est l'article 117 du règlement qui nous parle des personnes dans cette catégorie-là. Et donc, cette personne doit avoir un lien avec vous, avec le parrain. C'est, par exemple, époux, conjoint de fait, partenaire conjugal, enfant à charge, parents, grands-parents, et bon, etc. Il y a d'autres là, catégories avec leurs spécifications. Ces catégories-là, je ne vais pas les parler aujourd'hui parce que, bon, vous comprendrez, je ne veux pas faire ça trop longtemps. Et aussi, parents, grands-parents, c'est pas un sujet que je vais aborder parce que présentement au Canada, pour ces parents, grands-parents, ça commence par une loterie, si on veut. Donc, la personne qui veut parrainer ses parents doit mettre son nom dans un bassin. Hein. C'est comme acheter un billet de loterie et attendre peut-être qu'il va être tiré. Donc, c'est un tir au hasard. Et peut-être qu'il va être tiré et invité à présenter une demande. Présentement, 2024, le gouvernement a envoyé des demandes aux personnes qui étaient dans le bassin depuis 2020, si je ne me trompe pas. Donc, il y a beaucoup de délais. Une alternative à ce parrainage-là, ça pourrait être le supervisa pour parents, grands-parents, si vous êtes admissible, bien sûr. Puis, ça fait en sorte que votre père, votre mère peut venir au Canada jusqu'à 5 ans. Donc, le supervisa est valide 10 ans avec des possibilités d'entrée multiples au Canada et possibilité de rester ici 5 ans à la fois. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Alors, les catégories que je vais aborder, catégorie plus maritale si on veut, et les enfants à charge. Donc, première étape, voir si on rencontre la définition. Pour un enfant à charge, le règlement d'immigration prévoit que ça doit être une personne de 22 ans et moins. Donc, 21 ans et moins, qui n'est pas marié ou conjoint de fait. C'est tout. Si c'est un enfant de 22 ans et plus, cet enfant-là doit dépendre essentiellement de vous pour vivre. Et là, on ne parle pas d'un enfant qui va à l'école. On parle vraiment d'un enfant qui a des besoins particuliers, un enfant avec des problèmes de santé. Si votre enfant a 22 ans et va à l'université et habite encore à la maison, vous payez pour lui, malheureusement, ce n'est pas considéré comme un enfant à charge. Et donc voilà, enfant à charge. L'autre catégorie, comme je disais, époux, conjoint de fait, partenaire conjugal, on regarde toujours, pour les enfants aussi, on regarde au moment du dépôt de la demande. Si la personne que vous voulez parrainer rencontre les critères. Si bien sûr vous déposez aujourd'hui, juillet 2024, votre enfant a 20 ans ou 21 ans, c'est sa fête dans un an, il va avoir 22 ans. C'est pas grave. Au moment où est-ce que vous avez déposé la demande, il était un enfant à charge, donc il n'y a pas de problème. Et donc, pour un époux, vous devez bien sûr être marié, mais marié légalement. Les mariages coutumiers, c'est pas suffisant, c'est pas un mariage légal. Donc, si vous faites un mariage coutumier dans votre pays, vous devez de plus enregistrer votre mariage à l'état civil auprès du gouvernement et avoir un certificat de mariage. Aussi, les mariages polygames, donc la polygamie est interdite au Canada. Donc, si vous êtes polygame et avez plusieurs
épouse. Malheureusement, c'est seulement la première épouse qui est considérée comme votre véritable épouse, si on veut. Les autres ne peuvent pas être parrainées. Deuxièmement, et aussi pardon pour les époux, vous devez être présent au moment du mariage. Donc, vous devez vraiment là, vous marier ensemble. Les mariages par proxy, par procuration, ne sont pas reconnus au Canada. Donc, si vous êtes ici et votre épouse est dans son pays et vous vous mariez, par exemple, par Teams, une autre personne a une procuration, déposez pas une demande de parrainage, ça va être refusé, c'est pas un mariage légal. Deuxième catégorie, conjoint de fait. Donc, au moment du dépôt de la demande, ça doit faire minimalement 1 an que vous habitez ensemble. Donc, on dépose aujourd'hui, 25 juillet 2024. Ça doit faire depuis au moins le 25 juillet 2023, donc on recule 1 an en arrière, que vous habitez ensemble, que vous partagez le même toit. Donc, si vous êtes ici comme travailleur et que votre conjoint de fait est à l'étranger, mais en bout de ligne, vous n'êtes pas conjoint de fait parce que vous n'habitez pas ensemble. Vous pouviez être conjoint de fait dans le passé, avant, par exemple, le 2 ans, quand vous êtes venu travailler au Canada, mais maintenant, en date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas conjoint de fait. Troisième catégorie, partenaire conjugal, même chose. Au moment du dépôt de la demande, ça doit faire au moins 1 an que vous entretenez une relation conjugale. La relation conjugale n'est pas définie dans le règlement. C'est la jurisprudence, donc les décisions des tribunaux qui sont venus là, donner des éléments, des pistes de solution pour déterminer ce qu'est une relation conjugale. Présentement, le gouvernement, donc l'immigration, applique cette catégorie-là aux personnes qui sont dans l'impossibilité de se marier ou de vivre ensemble. Par exemple, des conjoints de même sexe et un des partenaires dans son pays, l'homosexualité est illégale. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est à suivre parce que la loi d'immigration n'exige pas que pour être un partenaire conjugal, vous devez être dans l'impossibilité de vous marier. Donc, c'est à suivre. Soyez juste conscient que vous allez avoir un petit peu de travail pour prouver ça. Je vais y venir un petit peu plus tard. Donc, vous voulez parrainer votre époux. Au moment du dépôt de la demande, la demande doit être complète. Donc, vous déposez en vous disant, ça y est, je suis prêt. Vous ajoutez pas des documents plus tard. Il faut vraiment que, au moment du dépôt, tout est là. Donc, tous les documents d'identité, tous les formulaires, les frais de traitement sont payés, les certificats de police sont là, toute la preuve de votre relation est déposée. Ça, je vais y venir un petit peu plus tard. Donc, tout est là. Quand vous déposez votre demande complète, première étape que le gouvernement fait, il regarde si vous, le parrain, donc le répondant, pouvez parrainer. Première étape. Donc, pour vous faire approuver comme répondant, donc c'est l'article premièrement 130 du règlement de l'immigration qui dit que vous devez avoir 18 ans et plus, être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, résider au Canada et bien sûr avoir déposé la demande. Il y a une petite nuance par rapport au lieu de résidence qui s'applique uniquement aux citoyens canadiens. Si vous êtes un citoyen canadien qui réside à l'étranger, vous pouvez parrainer par exemple votre épouse de l'étranger, mais vous devez prouver qu'au moment où que votre époux deviendra résident permanent, vous allez résider au Canada. Petite nuance. Tandis qu'un résident permanent qui parraine quelqu'un doit physiquement vivre au Canada. Et ensuite, l'article 133 du règlement détaille les exigences qu'un répondant doit rencontrer pour être accepté. Par exemple, au moment du dépôt de la demande et durant le processus, il ne doit pas être détenu, il ne doit pas être reconnu coupable de certains types d'infractions criminelles reliées à la violence et reliées à d'ordre sexuel. Et aussi,
il doit avoir un revenu vital minimum. Ce revenu vital minimum ne s'applique pas si vous parrainez époux, conjoint et vos enfants à charge. Donc, le revenu minimal s'applique pour les autres catégories. Ça, le revenu dépend de combien il y a de personnes dans votre famille, combien de personnes vous parrainez. Il y a un tableau avec les montants que je ne vais pas aborder, mais vous pouvez le trouver sur le site. Et donc, une fois que le gouvernement du Canada dit c'est beau, vous êtes répondant, vous recevez une lettre, et là, deuxième étape, vous devez prendre l'engagement auprès de la province. Je vais parler du Québec. Malheureusement, je ne connais pas les autres provinces, les autres exigences. Mais pour le Québec, donc, vous faites une demande, le répondant, hein, vous faites une demande d'engagement auprès du gouvernement du Québec pour que la personne obtienne son CSQ, son certificat de sélection du Québec. Là, présentement, il y a des nouvelles règles qui sont en vigueur depuis janvier 2024, juin 2024, jusqu'en juin 2026, le gouvernement du Québec accepte un maximum de 13 000 demandes d'engagement. Et on ne sait pas où est-ce qu'on est rendu. Quand le gouvernement va atteindre son quota, les demandes excédentaires reçues seront retournées. C'est très politique, c'est présentement, donc je vous en parle. En date d'aujourd'hui, c'est ça. Pour déposer une demande d'engagement, il y a plusieurs formulaires à remplir, des documents à déposer, certificat de mariage, passeport, bon, des choses comme ça. L'engagement, c'est un contrat que le répondant prend envers la personne parrainée et le gouvernement du Québec. Donc, ça lui donne des obligations et des responsabilités. Par exemple, subvenir aux besoins de la personne parrainée, l'intégrer au Québec, l'aider sur le marché de l'emploi, des choses comme ça. Et obligation, c'est que si la personne parrainée, durant la durée de l'engagement, reçoit de l'aide gouvernementale, le parrain doit rembourser au gouvernement du Québec. Par exemple, votre époux reçoit de l'aide sociale durant la durée de l'engagement et donc vous, le parrain, vous devrez rembourser les montants au gouvernement du Québec. La durée de l'engagement dépend de la catégorie de personnes que vous parrainez. Pour époux, l'engagement est de 3 ans. Pour les enfants à charge, bon, ça dépend de l'âge, mais c'est un minimum de 3 ans aussi d'engagement envers le Québec. Donc, il y a des frais de traitement à payer. Vous envoyez votre dossier par la poste et le délai est très variable. Donc, le délai de traitement est variable, 4 à 6 mois. Une fois que la demande d'engagement est acceptée, donc, vous recevez la personne parrainée reçoit son certificat de sélection du Québec, le CSQ, et le gouvernement du Québec l'envoie automatiquement à IRCC, à l'Immigration du Canada. Donc, ce n'est pas à vous de l'envoyer. Et attention, avoir un CSQ n'équivaut pas à être résident permanent. C'est le gouvernement du Canada qui décide. Et avoir un CSQ, faire les démarches, ne vous donne aucun statut au Canada. Quand vous êtes en possession d'un CSQ, là, vous pouvez, si vous êtes à l'étranger, vous pourriez être admissible au programme de mobilité internationale plus qui vous permet d'appliquer pour un permis de travail ouvert. Si vous êtes déjà là au Québec, vous pouvez appliquer pour un permis de travail fermé par contre. C'est ce qui peut être très avantageux pour la suite des choses. Donc, une fois que le gouvernement du Canada reçoit le CSQ, l'évaluation de la demande se poursuit. Donc, elle était mise sur pause. Vous êtes répondant, parfait. Pause. Vous avez 30 jours pour envoyer votre demande de CSQ. Ensuite, étude de CSQ, vous la recevez et là, la pause arrête et la demande de résidence permanente se poursuit. À cette étape, le gouvernement du Canada va évaluer votre relation
avec le demandeur et il va évaluer également si la personne est admissible au Canada. Donc, passer au travers des réponses, vérifier les certificats de police, les choses comme ça. Éventuellement, demander un examen médical. Et donc, lorsque le gouvernement évalue la relation, donc c'est à vous, au demandeur, de prouver que c'est une vraie relation. Hein? C'est vous qui avez le fardeau de la preuve et la norme, donc le degré de croyance requis, prépondérance des probabilités, 50% plus 1. Bien sûr, allez-y plus haut que 50% plus 1. La preuve que vous déposez dépend de la catégorie de la personne. Pour un époux, bien sûr, certificat de mariage, euh, et conjoints de fait, partenaires conjugaux. Si vous êtes marié, si vous avez été marié antérieurement, les certificats de divorce. Et là, vous devez prouver que votre relation est authentique et qu'elle n'a pas pour but principal l'immigration. Vous devez prouver ces deux éléments-là. Par exemple, vous soumettez des preuves de communication, que ce soit courriel, WhatsApp, texto, des lettres, preuves de communication. Des preuves de visite, que vous êtes venu au Canada visiter votre époux, ou à l'inverse, votre époux est allé vous visiter dans votre pays. Question visa, bien sûr. Mettez en preuve que vous avez fait des demandes, mais que ça a été refusé. Donc, c'est un élément aussi que vous pouvez le mettre en preuve. Si vous habitez ensemble, donc vous devez prouver que vous habitez ensemble depuis au moins 1 an. Donc, bail, facture, propriété, adresse commune, donc des choses comme ça. Vous pouvez aussi, pour toutes les catégories, déposer des photos. Donc, photos de mariage, photos d'activité, photos de sortie, des preuves que vous avez fait des choses ensemble. Vous pourriez aussi déposer une preuve de soutien financier. Donc, la personne ici au Canada vous envoie des sous pour vous aider financièrement. Des lettres de soutien de famille, amis, comme quoi votre relation est connue, que que votre famille a rencontré votre conjoint, des preuves comme ça. Comme je disais, vous devez prouver que votre relation est authentique, de bonne foi, et que c'est pas dans le but principal que la personne vienne au Canada. Si l'agent n'est pas satisfait, il va vous envoyer une lettre d'équité procédurale, vous laissez du temps là, pour soumettre d'autres éléments de preuve. En bout de ligne, si toujours il n'est pas satisfait, la demande va être refusée pour plusieurs raisons, mais surtout basée sur l'article 4 du règlement d'immigration qui prévoit justement ça. Bien sûr, dans tout ce que vous déposez comme élément de preuve, je vous suggère de faire des soumissions, hein, une lettre explicative, donc de mettre en contexte l'agent qui évalue là, votre dossier. C'est bien beau déposer telle photo, telle preuve, mais pourquoi, depuis ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bien sûr, dans tous les formulaires à remplir, vous devrez là, passer au travers de votre historique conjugal. Donc, vous parlez de tout ça. Si la demande est acceptée, votre époux, conjoint, devient résident permanent du Canada. Si votre demande est refusée, la personne, donc qui est le répondant, donc le citoyen canadien, le résident permanent, a un droit d'appel. L'article 63 de la loi sur l'immigration prévoit que cette décision-là peut aller en appel devant la section d'appel de l'immigration. Donc, c'est pas l'époux à l'étranger qui a un droit d'appel. C'est vraiment le répondant ici au Canada. Et donc, si vous allez là, en appel, section d'appel de l'immigration, c'est devant la CISR, Commission d'immigration et du statut de réfugié, qui est le tribunal là, indépendant qui regarde là, justement des décisions, qui prend des décisions là, en immigration. Et devant le tribunal, vous devez prouver que le refus, l'article de refus, donc il y a des motifs humanitaires pour contrer ces motifs de refus-là. Donc c'est vous qui devez le prouver. En bout de ligne,
vous faites de votre mieux. Déposez la demande quand vous êtes satisfait. Comme je dis tout le temps, il n'y a jamais aucune obligation d'avoir un consultant ou un avocat. Toutefois, ça peut aider, ça peut bien sûr vous décharger là, d'un fardeau parce que c'est beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient. En plus des délais là, du gouvernement, bon, qui tournent là, entre 18 et 24 mois, délai variable, donc du début à la fin. J'espère avoir répondu à vos questions. J'espère que vous en avez appris davantage sur la question. Si vous avez là, des commentaires, des questions, écrivez-les en dessous de la publication et au courant là, de la journée, demain, je vais là, essayer de leur répondre. Bien sûr, pas des questions personnalisées, mais je vais essayer de répondre le plus possible. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches et s'il y a quelque chose, vous avez besoin de nos services, n'hésitez pas à écrire à Immigration SCAT. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.